ce film, vu comment il commence, il y a des défis en fait à accepter de prendre des routes de campagne après avoir pris la nationale. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Delphine Girard, la réalisatrice de Quitter la nuit, est aujourd'hui en notre compagnie pour ce nouvel épisode de The Cinema Show. Bonjour Delphine, comment vous allez ? Bonjour, très bien, merci. Alors mercredi est sorti votre premier long métrage, Quitter la nuit. Il fait suite à votre court métrage Une sœur, nommé à l'Oscar en 2020. Une sœur fait d'ailleurs office de prélude à Quitter la nuit. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse déjà de ce court métrage ? En fait, en 2018, je suis tombée par hasard sur un enregistrement d'un appel d'urgence américain qui était mis en ligne sur YouTube et dans lequel on pouvait entendre une femme en voiture mal prise avec un homme qui faisait semblant d'appeler sa sœur pour en fait joindre les secours. J'ai entendu cet appel et moi, il est resté vraiment avec moi. Ça m'a hanté dans les jours qui ont suivi, puis j'ai commencé à réfléchir à l'idée d'en faire un film, donc un court-métrage qui était en temps réel le temps de cet appel et toute la discussion entre l'opératrice qui essaye de comprendre ce que la femme en voiture ne peut pas vraiment dire. On a fait le court-métrage. Pour moi, c'était une exploration a priori terminée. Et puis dans les mois qui ont suivi la sortie du cours, en fait, je sentais qu'il y avait plus à dire sur le sujet et que les personnages me lâchaient pas complètement. Et j'avais envie de savoir ce qu'allait leur arriver dans l'après-coup. En fait, après cette nuit-là, qu'est-ce qu'ils allaient faire de ce qui leur était arrivé. Ouais, donc au moment de l'élaboration du court-métrage, il n'y a pas déjà cette pensée d'une suite à cette histoire ? Non, pas du tout. D'accord, et c'est au rythme donc des discussions aussi, des débats autour du film, c'est ça que vous avez eu envie d'écrire une suite ? En fait, il y a eu plein de choses mélangées. C'est difficile de pointer une seule chose. Je pense que déjà, on était en plein moment MeToo. Le cours, il a été écrit juste avant, puis il a été traversé sa vie a été traversée vraiment par cette vague tout à coup. Donc, ça nous a mis en discussion énormément en fait sur ces thématiques-là. Ensuite, les comédiens, les trois qui jouaient déjà dans le cours, on est devenus des amis, donc je les ai côtoyés au quotidien, je les regardais et j'avais encore envie de les filmer. Puis aussi par rapport aux faits divers dont le court-métrage était inspiré, j'avais appris qu'il y avait eu un procès aux États-Unis, mais que la jeune femme de la voiture ne s'était pas rendue à son procès. Donc ça avait créé aussi une curiosité pour moi de qu'est-ce qui se passe entre les deux pour que cette femme qui a le courage de se sortir d'affaires comme ça ne puisse plus porter sa voix. Donc, il y a eu plein de choses et j'ai l'impression que tout ça s'est accumulé jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais en fait en train de réfléchir à la suite déjà depuis un moment et que j'en avais envie en fait. Vous avez commencé à parler du trio principal qu'il y a dans Une sœur, donc Selma Alaoui, Verley Bettens et Guillaume Duhem. Comment ils ont accueilli donc l'idée de poursuivre Une sœur ? Ils l'ont bien accueilli. Je pense que j'ai attendu assez longtemps avant de leur en parler parce que je voulais pas faire des ascenseurs émotionnels ou des trucs sans être sûre que j'allais vraiment mener ce projet à bien et arriver à en faire quelque chose qui m'intéressait suffisamment. Donc j'ai agi incognito pendant un moment. Et puis quand je leur en ai parlé, ils étaient assez surpris et en fait assez heureux, j'ai l'impression. Je pense qu'il y avait un peu de vertige aussi. Je pense à Guillaume notamment. Le personnage, il est pas facile à porter, donc il y avait un petit vertige de comment arriver à faire ça en étant subtil. Et voilà. Mais je pense que ce qui a créé une très belle base à cette collaboration, c'est que pour les trois, on avait une discussion continue sur ces thématiques-là. Donc moi, j'ai eu l'impression que c'était vraiment des alliés en fait avec lesquels on allait porter cette histoire plus qu'un rapport de réalisatrice, actrice, acteur habituel en fait. Et donc on a plongé ensemble là-dedans et c'était très riche. Oui, et puis j'imagine cette fois, quand vous avez écrit le projet, vous aviez donc déjà ces visages et ces noms en tête, alors que quand vous avez écrit le court-métrage à la base, c'était pas forcément le cas. Oui, tout à fait. Et je trouve que ça aide énormément. Et je trouve que sur certains aspects, alors surtout pour le personnage de Ali, donc joué par Selma,
il y a des choses que j'observais de Selma dans son humour, dans l'espèce de distance un peu pas cynique, mais je sais pas, c'est quelqu'un qui se laisse pas abattre et je Mhm. trouvais ça très touchant et ça a influencé aussi comment j'ai construit le personnage. En fait, forcément, ça nourrit, c'est beaucoup plus facile d'écrire avec des personnages qu'on a l'impression de connaître déjà. Ok. Et alors ce départ tambour battant en reprenant votre premier court-métrage pour ensuite vous intéresser aux conséquences de ces actes, moi ça m'a beaucoup fait penser aussi à ce qu'avait fait Rodrigo Sorogoyen sur Madre. Est-ce que vous aviez vu le film et si oui, est-ce que c'était une source d'inspiration? Non, je l'ai pas vu. On m'en a parlé beaucoup dans la préparation et en fait, j'ai très envie de le voir. Et puis, je pense qu'il y a eu un moment où je me suis dit, ah, je vais pas le voir maintenant parce que j'ai peur que ça influence. Mhm. Donc, c'est un rendez-vous que j'ai toujours en tête et que j'ai très envie d'avoir bientôt. Mais des fois, c'est des trucs un peu bizarres avec ça, de pas vouloir être Ouais, je influencé comprends. inconsciemment par des choses qui fonctionnent un peu de la même façon. Ouais. Je comprends. Alors, passé cette introduction très tournée vers le thriller, le film il fait un basculement donc sur les conséquences de cette nuit pour le trio de Mm. personnages principaux. Votre film, finalement, il débute là où la majeure partie des films hollywoodiens se termine. Est-ce que vous en aviez conscience? Oui, ben c'est vraiment la réflexion qui a suivi le cours aussi. Je pense que, à titre personnel, le 15 minutes de thriller en temps réel, très tendu, ça m'intéresse et je trouve que ça, voilà, je voyais comment ça fonctionnait aussi sur les spectateurs mais j'avais envie de mettre cette émotion que le cours crée à profit, en fait. Et donc, le cinéma est très bon pour les moments spectaculaires et il a été, exploré dans ce sens, énormément. Mais pour moi, ça peut aller plus loin que ça, en fait. Et donc, j'avais envie de trouver une façon d'utiliser ce spectaculaire pour nous rendre attentifs et intéressés par ce qui suit après. Hmm. Et alors, Quitter la nuit nous fait donc suivre les personnages d'Ali, Anna et Dari dans cette après. Vous leur accordez quasi autant d'importance. Était-ce important pour vous et comment avez-vous trouvé ce juste milieu? C'était dans le contrat de départ, en tout cas, donc que Dari et Ali fassent partie de l'histoire tous les deux, c'était pour moi un des objectifs vraiment de l'écriture de ce scénario. Peut-être aussi parce que en terminant le cours, j'avais vraiment énormément d'interrogations sur le personnage de Dari. Je restais très très habitée par des questions en fait. Est-ce que ce personnage a conscience de ce qu'il agit, comment il le Hmm. perçoit, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour qu'il le perçoive, etc. Et Anna, le personnage de l'opératrice, en fait, elle s'est invitée très vite aussi dans le scénario, mais au démarrage, je savais pas exactement pourquoi. J'ai l'impression d'avoir dû enquêter autour d'elle pour comprendre pourquoi elle devait faire partie de cette histoire. Parce qu'en fait, c'est la seule qui a le choix de ne pas en faire partie. Son travail pourrait s'arrêter à la première nuit. Mais c'est Mais vrai, au fur et à mesure, ce que j'ai compris, c'est que justement, en tant qu'humain, elle considérait que son rôle s'arrêtait pas là et que ça avait un sens en fait dans cette histoire-là de raconter ceux qui ne se désolidarisaient pas et qui se sentaient concernés et voilà, il y a quelque chose de l'ordre c'est une présence un peu différente dans le film, peut-être Anna, il y a quelque chose d'un tout petit peu plus fantomatique ou ouais. mystérieux mais elle a un rôle très important à jouer, elle est celle qui a entendu, elle n'a pas de doute sur ce qui s'est passé, elle l'a ressenti. Et, et voilà, le film explore quand même aussi comment l'institution judiciaire ne répond pas toujours euh, avec justesse à ce que vivent mes personnages, mais ça m'intéressait de regarder ce personnage qui fait partie de cette institution, mais qui peut-être se positionne différemment. C'est vrai que je me suis posé aussi pas mal de questions sur les intentions du personnage de Verley Bettens, sachant qu'elle doit souvent en plus entendre ce genre d'histoire à la Ali et pourquoi c'est cette histoire-là qui l'a fait basculer là-dedans, mais vous m'offrez déjà une part de réponse. D'ailleurs, je trouve que votre film, il est très ambitieux et cette ambition, elle passe aussi par ce troisième personnage, bah, vous l'avez qualifié de fantomatique. Moi, je trouve qu'il apporte aussi une dynamique supplémentaire, un troisième point de vue. Est-ce que l'idée d'avoir un troisième personnage d'observateur, ça a été facile à faire accepter auprès de producteurs qui sont souvent frileux de narration nouvelle? Hum, j'ai la chance d'avoir un producteur
qui est pas trop frileux, ou en tout cas qui n'intervient pas dans ce genre de réflexion. Enfin, il suit mon instinct là-dessus. Alors après, il pouvait questionner des choses ou pas toujours voir où j'allais aller, mais il me laisse le temps de chercher et de pouvoir lui expliquer ce que ça produit selon moi. Donc j'ai pas eu cette sensation-là. Après, c'est sûr qu'on n'est pas sur une autoroute, mais de toute façon, ce film, vu comment il commence, en fait, il y a des défis en fait à accepter de prendre des routes de campagne après avoir pris la nationale. Euh, et moi, je trouvais que c'était aussi une façon, parce que ce qu'on ressent là dans les projections quand j'accompagne le film, c'est que les gens utilisent les différents personnages comme véhicules dans l'histoire, et tout le monde n'a pas le même véhicule. Et je pense que pour certaines personnes, c'est plus simple de rentrer dans cette histoire-là par le regard de Hannah et son côté un tout petit peu plus à distance et dans une fonction professionnelle et dans une fonction d'aide, etc. Et je trouve que c'est riche en fait de ça. Hannah, elle a presque une place de spectatrice en fait Ouais, dans ouais. cette histoire, donc elle est comme nous en fait et elle se positionne d'une certaine façon et peut-être qu'elle questionne comment nous on se positionne. Mais je trouve ça très fort du coup que pour un premier film vous ayez réussi à faire passer cette idée-là, parce qu'on aurait pu très bien imaginer un film juste avec les deux personnages, les deux autres personnages, Ali et Dari, et là d'avoir réussi à jouer avec ce troisième personnage, ça apporte une profondeur supplémentaire. Vu qu'on parle des personnages, est-ce qu'on peut se pencher donc sur les acteurs et actrices du film? Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur le choix du trio déjà présent dans Une sœur, le trio principal? Comment il s'était fait ce choix? Ben, ça a commencé par Verle que je connaissais parce que j'avais travaillé moi beaucoup en tournage comme coach enfant en fait avant. Et j'ai travaillé sur un film où je coachais un petit garçon de 9 ans qui jouait le fils de Verle dans ce film. Le film s'appelait Duel et du coup, j'ai été amenée à regarder Verle jouer pendant de nombreux jours et je la connaissais comme actrice dans Alabama Monroe, Mhm. etc. Mais là, j'ai vraiment pris une claque de dingue de l'avoir travaillé tous les jours. Et quand on a commencé à réfléchir au casting du cours, bah, c'était évident en fait. Enfin, j'avais trop envie que ce soit elle. Après, Verle, elle fait vraiment beaucoup de films, donc c'était pas facile de la convaincre de venir sur un court métrage. Mais finalement, elle m'a fait ce cadeau. Selma, je l'avais vue au théâtre en fait, parce qu'elle a pas mal travaillé au théâtre comme actrice et comme metteur en scène aussi. Je l'avais vue il y a quelques années auparavant. J'avais essayé de travailler déjà avec elle sur un court métrage. On n'avait pas pu se rencontrer pour des questions d'agenda. Et donc là, je l'ai rappelé. On s'est vu en casting et c'était évident tout de suite pour moi. Euh, Aussi parce qu'il y avait une précision dans sa voix, dans les degrés de jeu qu'elle arrivait à mettre, dans l'intelligence du texte. Enfin, il y avait quelque chose vraiment marquant avec elle. Et Guillaume est arrivé le dernier. C'était pas facile de trouver quelqu'un pour jouer ce personnage qui basculait pas dans un cliché ou dans un truc qui le construisait de l'intérieur et pas de l'extérieur, et qui ne cherchait pas à s'en dissocier en fait. C'est-à-dire, est-ce que je peux comprendre, hein, mais des personnages qui sont un peu problématiques ou questionnables au niveau violence, les gens ont pas forcément envie d'être associés à eux, mais pour autant, quand ils vont le jouer, ils doivent le défendre, quoi. Donc voilà, ouais, Guillaume, c'était une évidence aussi. Et ils ont chacun, tous les trois, une façon très spécifique de travailler et d'aborder le jeu, mais c'était très riche. En fait, j'ai l'impression que comme ils sont dans peu de scènes ensemble, au final, dans le long, j'ai l'impression d'avoir fait 3 films avec chacun d'eux comme personnage principal. Ouais, Mais c'était intéressant ouais, de plus dans c'est leur... vrai qu'on le ressent. Mm. Au casting, on retrouve également Anne Dorval ou encore Gringe. Comment se sont faits ces choix-là aussi? Anne Dorval, moi je suis une fan mais inconditionnelle depuis vraiment très très longtemps. Je pense que j'aurais même pas rêvé qu'elle puisse faire partie du film. C'est mon producteur qui m'a soufflé l'idée, sachant l'amour que j'ai pour elle. Euh, et du coup, je lui ai écrit une lettre en lui disant tout ce que j'aimais dans son travail. On lui a envoyé le court-métrage aussi. Et elle a répondu super rapidement et d'une manière ultra classe. Je pense qu'elle a beaucoup aimé le cours. C'est peut-être ça la motivation pour venir. Et vraiment, ça a été une collaboration extrêmement marquante pour moi. J'ai l'impression d'avoir pris une leçon de jeu, mais fois 10. Et humainement, c'est quelqu'un que j'adore vraiment. Et Gringe, ben, en fait, je l'avais vu dans un autre film,
enfin, je connais évidemment sa musique et son personnage dans la vie. Et je l'avais vu dans un film où je l'avais trouvé assez bon. Puis quand je cherchais le personnage de Pierre, c'est un personnage qui était assez austère au scénario. Et tout à coup, en repensant à Gringe, je me suis dit, ah waouh, il pourrait amener vraiment une humanité et un Mm. côté attachant à ce personnage parce que le gars, dans l'histoire, il est très attaché aux horaires, il râle, enfin, il est maladroit. Il y a beaucoup de choses qui... Et du coup, je trouvais ça drôle de donner ça en contre-emploi à Gringe qui, à mon avis, est pas du tout dans ce genre de rapport à l'existence super carré comme ça. Et je trouve qu'en effet, ça fonctionne super bien, en fait, de l'avoir dans ce rôle-là parce il amène du cœur, en fait, à ce personnage. Et ouais, c'était trop chouette de travailler avec lui. C'était Ouais. vraiment chouette. On parle de tous ces acteurs et actrices auxquels on pourrait aussi ajouter Adèle Wism dans le rôle de la sœur, et je me dis à quel point même les plus petits personnages sont remarquablement écrits dans votre film. Je trouve ça assez Merci. rare, c'est donc pour ça que je voulais le signaler aussi. Qu'est-ce qu'apportent tous ces personnages pour vous qui gravitent autour du trio principal? Bah, déjà, au niveau juste du propos, pour moi, ça avait de l'importance de raconter l'effet de cette violence-là sur les deuxièmes lignes, en fait. C'est-à-dire, cette histoire est arrivée à Ali et Dari, mais elle agit pas que sur eux. Elle agit sur toute leur vie et sur tous les gens qui les aiment ou qui sont autour d'eux. Donc déjà, je trouvais que ça faisait partie de l'histoire. Et à titre personnel, moi, je me disais, mais en fait, j'ai jamais vu une scène où un gars doit annoncer à sa mère qu'il est accusé d'agression. Mhm. Enfin, comment on dit ça? Comment ça a lieu? Et, euh, et donc, j'avais envie qu'il fasse partie de cette histoire. Et puis moi, j'essaye en effet, en écrivant les rôles secondaires, de leur donner autant de soins que je donne aux rôles principaux, c'est-à-dire même s'il y a moins de temps, qu'ils aient des contradictions, qu'ils aient une existence propre. En fait, je veux pas que ce soit juste des personnages qui viennent servir la soupe aux personnages principaux. Et moi, je les aime vraiment beaucoup, en fait, ces personnages secondaires. Adèle, en effet, qui joue la sœur de Ali, c'est un personnage que j'adore, qui me touche, la mère. Et il y en a plusieurs. Le beau-fils de Verle aussi, Mhm. Victor Cael, l'ado, je l'aime vraiment beaucoup. Donc oui, j'ai essayé de leur donner de la matière. Bah, en tout cas, ouais, ça fonctionne super bien. Tant que j'y suis, j'ai beaucoup travaillé personnellement sur le doublage et j'ai donc pris beaucoup de plaisir à voir dans un petit rôle Jean-Philippe Puy-Martin, qui est la VF de Tom Hanks et Tom Cruise. Comment il s'est retrouvé rapidement sur votre film? En casting, on s'est vu en casting. Alors, ce qui est, bah, c'est triste et c'est pas triste, mais le procès normalement dans le film durait vraiment beaucoup plus longtemps, et donc j'avais écrit une plaidoirie immense Ok. à Jean-Philippe qui l'a fait merveilleusement, et vraiment c'était super. Et puis voilà, au montage, on a dû réduire le procès, le film était déjà très long, etc. Mais donc, il est venu, et il était fantastique parce qu'il y avait quelque chose d'assez cynique quand même dans ce personnage. Il en reste une petite trace parce que sur les 3 répliques qu'il a, Mhm. quand même, on peut questionner sa morale. Mais normalement, c'était beaucoup plus long que ça. Et donc, justement, le rapport à la voix et la présence que Jean-Philippe a était vraiment précieuse, en fait, pour ce rôle-là. Donc ouais, j'étais très contente de travailler avec lui, et on s'est bien amusé à fabriquer ce personnage et à trouver euh, comment on défend l'indéfendable, en fait. Ouais, je crois qu'il est assez à l'aise là-dedans. En plus, dans le brio, il avait aussi une plaidoirie comme ça à jouer, et je pense que c'est des personnages qu'il doit apprécier. Votre long métrage traite de la notion de consentement. Rares sont les films qui traitent de ce sujet avec autant de subtilité. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés donc à traiter du consentement? Hum, Pas spécifiquement. Je pense que on est quand même dans un moment où c'est au cœur de la discussion. On a eu très peu d'argent en France, pour être absolument honnête. Mhm. Je sais pas à quel point c'est lié à la thématique ou juste à l'organisation du film qui les a pas forcément convaincus, mais je sais pas, par moment j'ai l'impression que la subtilité que j'ai envie de défendre, elle est à double tranchant, c'est-à-dire que soit on la comprend, soit elle est trop inconfortable, en fait. Mhm. Euh, mais je dirais pas spécifiquement par rapport à cette chose-là. Je pense que, enfin,
on a besoin, je pense, d'espace et d'œuvres et de récits pour appuyer nos réflexions en cours, en fait, sur ces thématiques-là, je pense. Bah, en tout cas, vous le faites là aussi admirablement bien, je trouve. Et je comprends ce côté entre est-ce que la subtilité, c'est ce qu'il faut pour parler de ce sujet ou pas, et que ça pose problème à certains spectateurs, spectatrices. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très fort. Pour revenir un petit peu à la construction du film, il est construit autour de flashbacks aussi de la soirée. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'usage de ces flashbacks? Disons qu'ils ont un peu deux statuts dans le film. Les premiers flashbacks qu'on voit sont revus par le point de vue de Ali, qui, à mon sens, cherche à saisir à quel moment ça a dérapé, à quel moment dans la soirée elle aurait dû se dire merde. Et ce qu'on y voit, c'est que ça commençait plutôt bien. Et ce qu'on y voit, c'est aussi que ce qui fait que ça foire, c'est vraiment une suite d'idioties, en fait. Et ça m'intéressait de raconter comment ils se loupent, en fait. C'est de là comment, à un moment donné, ils ne se comprennent plus et que le désastre ne vient pas de là, vient de l'état dans lequel Dari est précédemment, mais que ce qui mène à la violence est vraiment une suite d'anecdotes idiotes, vraiment. Et le dernier flashback, lui, est revisité par Dari, sans trop en dire. Je pense que dans le film, on circule quand même sur une question avec une forme de doute, en tout cas, sur ce qui s'est passé entre eux précisément et sur est-ce que est-ce qu'on peut vraiment parler de violence, de viol ou pas. Et, et moi, j'avais besoin à un moment donné que le personnage masculin, parce que lui en a besoin dans l'histoire, dite euh, sa part de violence ou non dans cette soirée-là. Et je voulais voir comment ça allait agir sur lui. Donc ça me permettait d'un côté de faire cesser le doute pour tout le monde, qu'on soit tous d'accord sur ce qui s'était passé tout à coup. Ce qui est une chance qu'on peut avoir au cinéma et que la justice a pas. Ça m'intéressait aussi, en fait, cet aspect-là, de me dire, ce qui est compliqué avec ces histoires-là, et on le voit dans le film, c'est que la justice, elle cherche des preuves et il y en a pas, en fait. Et nous, on n'est pas la justice, donc on peut avoir accès à une histoire qui a eu lieu, même si elle n'a pas laissé de traces. Donc voilà, et j'avais envie de voir aussi ce que ça provoquait chez le personnage masculin de revisiter ses agissements et sa part violente. C'est très intéressant ce que vous dites là sur la puissance donc du cinéma. Que ce soit dans la mise en scène ou la narration, votre film il surprend aussi énormément. Il y a une importance accordée au fait de vouloir surprendre le spectateur dans chaque plan, j'ai l'impression. Je prends un exemple tout bête avec la scène où Dari toque à la porte d'Ali et qu'en pleine intente, on se fait surprendre par la lumière automatique du couloir qui s'éteint. Est-ce que c'était compliqué de toujours trouver l'idée qui allait surprendre dans chaque plan, dans chaque situation ? Je l'ai pas pensé comme ça. J'ai pas cherché à surprendre. En fait, moi, Ok. j'essaye qu'il y ait de la vie dans les plans. Donc, c'est peut-être plus ça qui guide. Et après, par exemple, concernant cette lumière, je trouvais que ça avait un sens narratif, en fait, de faire ça. C'est-à-dire que Dari, dans ce moment qui est très, très intense, soit tout à coup surpris par un truc à la fois enfin, complètement random Ouais. de la vie en fait du quotidien, ça m'intéressait et aussi qu'il soit mis dans le noir, ça m'intéressait. C'est-à-dire, je sais pas, comme moment à vivre, tout à coup de nous remettre là-dedans. Il y a quelque chose où on a essayé de traiter vraiment les personnages à même distance, les trois principaux. Mais Dari, il nous a imposé des choses, il nous a imposé de le rendre un peu moins facile d'accès à certains moments dans le récit. Et donc dans le travail de la lumière, on a essayé par moment, il est à contre-jour, par moment, enfin, on a plus de difficultés à percevoir son visage que celui des deux autres personnages, surtout quand il ment. Mais cette chose-là, c'était un peu le dernier jeu que j'avais envie de faire par rapport au fait que le monde n'est pas complètement en accord avec lui. En fait, ça m'intéressait qu'il y ait des petits signes qui questionnent sa justesse. Voilà. Et vous parlez de lumière, elle est assez splendide aussi dans votre long métrage. Vous avez tourné lors de la fameuse heure dorée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail sur la lumière ? Oui, je travaille avec Juliette Van Dormal qui était avec moi à l'école et on a fait plusieurs cours ensemble et là c'était la suite de notre collaboration. On a beaucoup réfléchi au fait qu'on avait envie de filmer Bruxelles mais pas dans des ambiances plates et grises comme on voit souvent la Belgique. Donc on a énormément travaillé sur la couleur en fait, sur que ce soit dans les décors aussi avec Eve Martin et sur les costumes, Ouais, les costumes. avec Aurélie.
Notamment on a les costumes d'Anna et qui sont très marqués avec la couleur bleue, la couleur rouge. Oui, oui, on avait créé toute une espèce de logique. Des fois, on se fait des petites théories tout seul sur des codes couleurs entre le rouge, le bleu, le vert, chasseur. C'est un peu les 3 couleurs du film et qui s'interchangent, enfin, par moments entre les personnages. Et c'est quoi votre théorie là-dessus alors? C'est quoi, quoi? C'est quoi votre théorie là-dessus alors? Parce que moi, ça m'intrigue, je me suis posé la question aussi. On a des couleurs associées aux personnages. Disons, faudrait que il y avait aussi un rouge bordeaux pour Ali. Mais il y avait des couleurs associées aux personnages, sauf que dans certaines séquences, quand on trouvait que ça faisait sens, ils échangent leurs couleurs. C'est-à-dire, quand on raconte l'impact de l'un sur l'autre, bah, tout à coup, ils ont la couleur de l'autre. Après, c'est des choses qui, je pense, ne se perçoivent pas du tout. Mais nous, ça nous aide. Il y a tellement de paramètres à penser que d'avoir des petites règles du jeu comme ça nous aide à trier. Et au niveau de la lumière, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, Dari, il a un traitement un tout petit peu différent que les autres, mais notre réflexion, ça a été beaucoup qu'est-ce qu'on montre pas. On a cherché à avoir une forme de pudeur aussi par moment par rapport à ce que peuvent vivre certains personnages. Et après, avec Juliette, on est vraiment très sensible aux basses lumières. C'est-à-dire, Juliette, elle disait, j'éclaire ce film au noir, et je pense que c'est juste. On a essayé de maintenir quand même un niveau minimum pour que ce soit pas tout Schwartz, mais c'est vrai on a un amour toutes les deux pour les densités, en fait, donc ça a été vraiment des réflexions aussi de comment contraster l'image à base de couleurs et pas à base de lumière. Donc, et on a mené vraiment une réflexion en prépa. Alors tout fonctionne pas forcément comme on l'avait pensé, mais ça a été nos réflexions, en tout cas comment dire, d'avoir un rapport qui cherche pas à rendre d'une espèce de naturalisme plat dans l'image, mais de traduire des émotions et de la confusion et du brouillard et de la densité, de la lourdeur, enfin d'y mettre un poids émotionnel en fait. J'annonce du coup aux auditeurs et aux auditrices que je vais un peu spoiler parce que je voulais vous parler de la fin du film et notamment du plan final, de cette sororité qui se crée sous nos yeux pendant le générique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça du coup ? Disons que le plan final du film, c'est un plan séquence de petit déjeuner, enfin de rangement de lendemain de veille, plus on met la table et on va petit déjeuner et le générique commence sur ce plan. Et c'est vrai que ça m'intéressait qu'on termine le matin pour un film qui s'appelle Quitter la nuit, ça fait sens quand même. Et en fait, ce qui m'intéressait dans ce plan, c'est de raconter que la vie reprend, en fait, envers et contre tout, la vie reprend tout le temps, et ça a quelque chose de beau et parfois de terrible aussi, en fait, que les choses continuent, en fait, mais dans ce cas-ci, c'est quand même porteur à mon sens d'espoir, et en effet, il y a une nouvelle alliance qui s'est créée dans la nuit qui vient de passer, dans celle qui clôture le film. Donc oui, voilà, il y a quelque chose d'un renouveau. Très bien. Bon, fin du spoil. Quitter la nuit, il est aussi surprenant donc par le mélange des tonalités. On a parlé du thriller, mais se joue également donc un drame social, une enquête judiciaire. Et vous ajoutez même par moments une petite pointe de comédie dans les dialogues par les personnages. Pourquoi avoir mixé toutes ces tonalités ? En fait, peut-être que naïvement aussi, parce que c'est mon premier long métrage, je me pose pas tant que ça la question du genre en écrivant. Je pense que ce qui a guidé mon écriture, c'est ce que vivent les personnages, et la vie, elle est traversée parfois malheureusement de nuits qui ressemblent à des thrillers. Elle est traversée de moments qu'on pourrait considérer comme dramatiques, ou qui, en tout cas, qui nous apportent pas ce qu'on espère, et puis il y a de l'humour, enfin il y a de tout en fait, et donc je sais pas, en fait j'ai juste suivi ce que les personnages avaient à vivre par rapport à ça, mais je trouvais aussi que sur une thématique comme celle-là, de raconter que tout devenait dramatique au quotidien, en fait c'est comme si par moment les personnages peuvent être habités par des choses dramatiques, mais pour autant voilà, faut aller chercher ses enfants à l'école, il y a des choses drôles, il y en a des choses moins, enfin tout ça les surprend par moment dans leur drame interne. Ok.
Le cinéma francophone, d'ailleurs, je trouve il est en pleine bourre en ce moment sur le cinéma de genre. En France, en Belgique, même au Québec, récemment, on a eu Les Chambres Rouges, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Ça tombe bien, votre film, il est produit par ces 3 pays. Hein. Qu'est-ce qui explique une telle vitalité selon vous ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui explique une telle vitalité? Je pense qu'on cherche d'autres façons d'entrer dans les récits. Je pense qu'il y a des vagues, hein, chaque fois sur des manières de faire, des espèces de modes aussi. Je sais qu'au Québec, justement, je ressens ça beaucoup, que le genre est vraiment devenu un véhicule incontournable pour les cinéastes. Je trouve qu'en France et en Belgique, ça commence, mais c'est pas encore aussi généralisé. On le voit avec plein de récits, mais c'est en pleine mouvance. Je pense qu'aussi on est dans des ères qui sont traversées par comment dire, par des réalités qui peuvent ressembler à de la science-fiction par moment. En tout cas, donc ça ne paraît pas, et même avec l'intelligence artificielle, etc. Il y a le magique se réinvite en fait. Le magique, pas toujours au sens positif, hein, mais je veux dire ce qu'on ne contrôle pas ou ce qui dépasse un peu le côté jour à jour, quotidien, je sais pas comment dire, mais voilà, du coup, je pense que c'est des mélanges de plein de choses. En tout cas, la vitalité, je pense qu'elle s'explique par le fait que les gens ont des histoires à raconter, des désirs, dans un monde très tremblotant, avec une sensation de fin de quelque chose. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses. Lucas Dont, réalisateur de Girl et Close, a aussi participé à la production de votre film. Qu'est-ce qu'il a apporté sur le projet ? En fait, c'est lui et son frère. Ils ont coproduit au côté flamand. Donc, nous, on est en Belgique et la Belgique est séparée en deux. Donc, il y a une production francophone et une production flamande. Et Lucas et son frère Michiel sont arrivés assez tôt, en fait, dans le process. Et en fait, c'était génial d'avoir leur regard. Je pense que Lucas, comme il a réalisé beaucoup, enfin ça fait un soutien artistique au niveau prod, et ça c'est très très précieux. Puis c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de soins, donc qui a conscience du poids que ça peut être par moment, des difficultés traversées, et qui se positionne en cheerleader total. Et Lucas, il est dans un plan du film, mais ça peut être un jeu, il faut essayer de le trouver. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas vu. Ah bon. Vous me le direz en off quand même. Si mes infos sont bonnes, votre film, il s'appelait Le plus vivant possible à la base ? Ouais. Pourquoi avoir changé de titre ? En fait, pendant toute l'écriture et le tournage, c'était ce titre-là, mais je savais que ça changerait parce que je le trouvais long et je le trouvais un petit peu littéraire pour un peu compliqué. Enfin, il y avait quelque chose où je me disais, tiens, quand on lit ça, est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est l'histoire de quelqu'un en soins palliatifs? Enfin, il y avait quelque chose qui me semblait pas tout à fait direct comme sensation. Mais ça a mis du temps de trouver le bon titre. C'est en post-prod qu'on a tout à coup trouvé Quitter la nuit. Et c'est vrai que quand on l'a eu, pour moi, ça a été une évidence tout à coup, parce que pour moi, ça racontait à peu près la même chose. Je voulais qu'il y ait quand même un élan vers la lumière, en fait, dans le titre. Et donc, le plus vivant possible, il y avait quelque chose de ça, et Quitter la nuit aussi. Mais Quitter la nuit, déjà, je trouvais la formule plus évidente, plus belle et plus forte. Et je trouvais qu'elle rebondissait sur les 3 personnages d'une manière extrêmement singulière. Ça veut pas dire la même chose, en fait. Je trouve que Quitter la nuit, pour Dari, c'est sortir de la violence et de la confusion. Pour Ali, c'est se réparer. Et pour Anna, c'est sortir de son quotidien d'enfermement dans ses nuits d'écoute. Donc, je trouvais que c'était vraiment le bon titre. Excellent titre, ça c'est sûr. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet ? J'avais commencé à écrire plusieurs choses avant celui-là. Je trouve que de faire celui-là, ça a quand même dérouté pas mal mes instincts. Puis en fait, le monde change vite. Les narrations et les films, ça prend du temps à fabriquer. Donc il y a quelque chose où je trouve que faut bien se remettre à jour. En tout cas, moi, c'est mon envie, parce que c'est tellement de travail et tellement exigeant, en fait, à porter, que j'ai besoin que ce soit une urgence claire. Donc là, j'ai remis mes mains tranquillement dans différentes choses. J'essaie d'évaluer ce qui va s'accrocher plus spécifiquement, et ce qui va constituer mon obsession pour les 4 prochaines années, voire plus. Donc
j'ai pas encore de certitude, mais j'ai des pistes de là où j'ai envie d'aller. Et vous m'avez dit que c'était pas forcément voulu le genre, mais est-ce que ça va quand même s'orienter à nouveau vers là? Est-ce qu'il y aura encore une petite dose de thriller? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça pourrait tout à fait revenir plus tard. Enfin, c'est un genre que j'aime beaucoup et qui m'intéresse. Mais là, en tout cas, dans ce qui se profile, je vois pas ça exactement, non. Ok, bah affaire à Mais suivre. peut-être un autre genre, mais pas le Ah, thriller. voilà. Peut-être un autre, peut-être un autre. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué, que vous voudriez recommander? Ah, il y en a plusieurs qui m'ont marqué Ah bah allez-y, dernièrement. allez-y, allez-y, on a relancé un lien Zoom, on peut y aller, hein. En fait, j'en ai vu vraiment plus. Enfin, je trouve que ces derniers temps, il y a eu vraiment énormément de bons films au cinéma. Je pense que le dernier que j'ai vu en salle, c'est The Zone of Interest, Ok. si je me trompe pas. Mais dans les mois qui ont précédé, je dois dire que Poor Things m'a vraiment intéressé aussi. Les filles d'Olpha, Anatomie d'une chute. Bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont. En fait, je trouve ça réjouissant la direction que prennent. Enfin, la manière dont les personnages sont incarnés, comment on commence à fabriquer des personnages complexes. Enfin, je trouve que que ce soit dans Anatomie d'une chute, dans Poor Things, il y a des personnages que j'avais jamais vus en mouvement et des gestes de cinéma que je trouve très affirmés et très réjouissants. Et ouais, Mais tout c'est ça m'a. marrant parce que ces deux films, Poor Things et Anatomie d'une chute, bah, votre film Quitter la nuit peut y faire écho aussi sur plein d'aspects. C'est un très beau compliment que vous me faites, mais mais bah, je pense je pense qu'on vit dans la même époque. Mm. Disons, je me dis ça en fait qu'on est traversé par des choses communes et qui peuvent enfin s'exprimer. Donc moi je me sens heureuse de voir des films qui me racontent des personnages que j'avais besoin de voir. J'essaye d'y participer moi aussi et voilà. Ouais, d'entrer dans cette dynamique. Quitter la nuit donc de notre invitée Delphine Girard est actuellement en salle et je pense que vous l'aurez compris à travers cette interview, je le recommande très très chaudement. Merci beaucoup Delphine Girard de nous avoir fait l'amitié de répondre à nos questions. Merci beaucoup et bon après-midi. Can she be late for her cinema show?